Bonsoir à tous. À la une de ce journal, législative et municipale 2020, la campagne électorale se déroule sous haute surveillance militaire dans les régions en guerre du nord-ouest et sud-ouest, au regard des difficultés des candidats à convaincre les populations d'être massivement présentes le 9 février prochain, jour de vote. L'opposition redoute un simulacre électoral illégitime dans les rangs du parti au pouvoir. On implore les groupes armés à laisser une chance aux élections et au statut spécial mis en place lors d'une session extraordinaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous en parlerons en ouverture de ce journal. Que sont-ils devenus les familles victimes des attentats kamikazes survenus en juillet 2015 à l'extrême nord du Cameroun? 5 ans après les promesses gouvernementales, plusieurs d'entre elles n'ont rien reçu afin de reprendre des activités économiques et subvenir aux besoins de leurs familles endeuillées et déchirées par les affres de la guerre contre le terrorisme. Elles s'expriment au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La campagne électorale s'est ouverte sur haute surveillance militaire dans le coupé Manengouba, département situé dans la région du sud-ouest. Des candidats RDPC se sont mobilisés avec des escortes militaires afin de discuter avec leurs militants et des populations sur la sécurité qui est de retour, afin de les convaincre de se déplacer le 9 février prochain pour exercer leur droit de vote et choisir les différentes listes en compétition dans ce département de la région du sud-ouest, des arguments qui peinent à convaincre les populations. Le récit des faits avec Jacquino Molan et Gladys Sidier. L'équipe de campagne du RDPC dans le département du Coupé Manengouba, région du sud-ouest, a été escortée par les forces de défense et de sécurité. Le meeting s'est déroulé à Bangem sous la conduite du professeur Elvis Ngolengole, président de la commission départementale de la campagne électorale. Il a étalé le plan de stratégie du parti en vue de couvrir les 3 arrondissements que compte le département du Coupé Manengouba. Autre point à l'ordre du jour, convaincre les populations à se rendre aux urnes, rassurer sur les mesures sécuritaires implémentées. Nous pensons que les problèmes que nous avons eus, les problèmes sociopolitiques, les problèmes sécuritaires, bien sûr, ces problèmes ont frappé nos populations. Nos populations ont pris peur, nos populations ont pris la fuite. Nos jeunes qui sont fâchés, nous allons tout faire pour s'assurer que dans l'amour, dans la passion, dans la décence humaine et l'intégrité humaine, dans la communication effective, dans le porte-à-porte, le RDPC restera toujours vainqueur. Oui, pour ceux qui ont pris la peur, à cause de ce climat de peur, le préfet nous a assuré que la sécurité est effective et renforcée dans le département de Coupé Manengouba. Nous sommes assurés par les populations eux-mêmes, y compris et en particulier nos jeunes, les jeunes de Coupé Manengouba qui ont dit qu'ils ne veulent plus la violence, qui ne veulent plus les problèmes, ils veulent la paix. Donc, à cause de ces facteurs, nous pensons que ces élections, la campagne et les élections vont se dérouler dans la paix et le RDPC restera toujours le bastion ici dans le Coupé Manengouba Division. Malgré les réticences des populations qui craignent des représailles suite au message de boycott lancé par les séparatistes, le RDPC dans le sud-ouest dit être confiant quant à l'issue du vote au soir du 9 février prochain. Au regard de cette situation sécuritaire, l'opposition redoute un simulacre électoral illégitime. Cette campagne, sur fond de crise anglophone, inquiète également dans les rangs du parti au pouvoir. Ces militants demandent et implorent les groupes armés de laisser une chance
aux élections municipales législatives et la mise en place du statut spécial des régions du sud-ouest et du nord-ouest, le regard croisé des politiques sur la situation sécurité et la campagne électorale dans les régions anglophones, c'est dans ce reportage que signe Flavien Valondongo. Le climat reste tendu dans les régions anglophones malgré le renforcement des forces de défense et de sécurité sur le terrain. La non-implémentation des résolutions du Grand Dialogue National contribue à la dégradation du climat social dans les deux régions secouées par l'insécurité. Si les forces séparatistes rejettent les conclusions du Grand Dialogue National, c'est parce que ces forces n'ont pas été associées à cette solution-là. Et l'intervention du modérateur de la PCC, c'est une intervention qui reflète la réalité sur le terrain, contrairement à ce que le chef de l'État a dit dans son discours de fin d'année. La succession des actes de violence sur les autorités et les acteurs politiques perpétrés par des sans-foi-ni-loi serait la preuve que des mesures édictées par les pouvoirs publics pour le retour à la paix dans les régions anglophones seraient sans consistance. Ça montre aujourd'hui que l'on évolue avec des solutions que l'on peut considérer comme des solutions de colmatage de brèche, de rafistolage ou bien des solutions qui brouillent les pistes. Parce qu'en réalité, on ne pose pas le vrai débat. Le vrai débat est éminemment politique et porte sur la refonte de l'État. Pour des militants du parti au pouvoir, des fauteurs de troubles devraient laisser se dérouler le double scrutin pendant que les résolutions du Grand Dialogue National se mettent progressivement en place. Mes frères anglophones séparatistes, je précise bien séparatistes, qu'ils arrêtent de se mutiler, de tuer, de se faire tuer, etc. Parce que pour l'heure, ça ne nous avance pas à grand-chose. Vraiment pas à grand-chose. Qu'ils permettent que les élections se tiennent. Après les élections, qu'on implémente ce statut spécial. Pour le Social-Democratic Front, le nouveau code sur la décentralisation et le statut spécial annoncé par des décideurs ne sont qu'une vue de l'esprit. Le statut spécial dont on parle dans le code des collectivités, c'est de la poudre aux yeux. Ce n'est pas ça. Ça ne va pas régler le problème des anglophones. Parce que quand vous prenez même la chambre de House of Chiefs qui a été mise ici, là, ce n'est pas le House of Chiefs qui a existé entre 61 et 72. Non. La crise anglophone qui secoue le nord-ouest et le sud-ouest depuis un peu plus de 3 ans est une sorte d'entorse pour la démocratie au Cameroun, selon certains experts. Dans ce chapitre consacré à la campagne électorale, Cabral Libby et ses camarades sont engagés dans la quête des sièges de députés dans l'Union Ekele. Le président du PCRN, candidat au poste de député, surfe sur l'upécisme et son idéologie nationaliste pour capter l'attention des sympathisants, militants et populations ayant voté pour l'UPC en 2013. Conscients de la fraude électorale, les candidats du PCRN s'engagent à traquer cette gangrène du système électoral camerounais. Des précisions avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale était à macaque. Son leader appelle les militants et sympathisants à tourner le dos à la diversion. PCRN, maintenant tout le monde, PCRN. Je suis venu ici où nous sommes candidats, dire au peuple de rester en alerte, de fermer les oreilles à la diversion, à la calomnie, à d'autres types de distractions qui n'ont pour but que de dévier la trajectoire qui a été prise par le PCRN pour le redressement du Cameroun. Abordant la question de l'UPC, il souligne le tribut dû à ses leaders. Tout ce qui se fait comme politique dans l'ère moderne au Cameroun est un prolongement de ce qui s'est fait ou ce qui a été fait par les Moumiers, les Wandier, Oumniobe et autres. Ce combat nationaliste est un patrimoine national. De la sorte, à son sens, il évoque l'upécisme considéré comme un patrimoine national aujourd'hui. On ne peut pas penser que cet héritage reste l'exclusivité d'une formation politique qui ne perdra jamais le mérite d'en avoir été le porteur. Mais il est temps que d'autres formations politiques, que d'autres Camerounais, autres que ceux issus de la zone de repli principale de ce parti politique qui est la zone Bassa, que eux aussi puissent revendiquer cet héritage. Cabral Libby lance donc un appel pour faire triompher le programme du PCRN et traquer la fraude.
Quand on va dire celui qui nous ramène ce bulletin à 5 000, comment te comporteras-tu? Toi qui es prompt à dire à un leader politique ne nous trahit pas. Quand tu as pris 5 000, c'est pour que l'hôpital de Macaque n'ait pas de couveuse. Donc sache que quand ton nouveau-né prématuré meurt, c'est ta gourmandise et ton inconscience qui le tue. Nous nous battons pour convaincre les Camerounais de voter pour notre offre politique. Nous nous organisons également pour contrecarrer la fraude électorale par la surveillance du vote. Nous avons suivi et nous sommes d'ailleurs battus pour ça, pour que nous puissions avoir dans les bureaux de vote 2 représentants, soit un pour les communes et pour les municipales et l'autre pour les législatives. Les autres candidats sur les listes du PCRN dans le Nyong-Ekele sont aussi d'attaque et se montrent optimistes. Nous sommes venus passer un message aux populations. C'était d'abord de présenter les visages qui ont été investis par le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Et nous voulons justement que ces nouveaux visages qui émergent puissent se familiariser avec les populations. Avec la mobilisation de ce soir pour le lancement de notre campagne à Macaque, l'Union Ekele est complètement acquis à notre parti. Et que l'Union Ekele a tourné le dos à ces prédateurs qui sont là depuis 38 ans. Et maintenant, place au travail, place au développement de ce département. Le PCRN se positionne donc avec détermination pour les municipales et législatives de cette année. Dans le Nyong-Ekele, d'autres formations politiques sont en lice. C'est le cas du Parti uni pour la rénovation sociale, qui est aussi en campagne. Ces candidats ont effectué une descente dans le marché d'Ezeka pour expliquer aux électeurs leur ambition d'investir dans les infrastructures et sortir le département du Nyong-Ekele de l'enclavement. Je vous propose à cet effet de suivre un extrait d'Albertine Ngopondi Matomba, qui est tête de liste du PURS dans le Nyong-Ekele. Il a fallu qu'on aille vers cette population pour leur dire que nous avons écouté, nous avons entendu et nous avons pris des décisions par rapport aux cris qu'ils ne cessent de lancer de façon quotidienne. Aujourd'hui, si vous voyez même l'état des marchés, les gens vendent les produits à même le sol, les marchés ne sont pas construits. Et quelle est la valeur ajoutée qu'on peut apporter à un Bayam Selam? Dans le Nyong-Ekele, chaque personne essaye de tirer son quotidien en vendant ce qui sort de son champ. Il faut travailler de façon à ce qu'il y ait des routes. Quand vous regardez le département du Nyong-Ekele qui a été la mère de l'indépendance, on peut dire, mais nous sommes pratiquement les derniers aujourd'hui sur le plan national. Nous, jeunesse du PURS, et particulièrement moi qui porte la tête de liste, nous allons œuvrer au maximum pour qu'il y ait des routes dans le Nyong-Ekele. Je ne sais pas où ça coince, ou ceux qui ont toujours été là n'ont pas la volonté politique de le réaliser, mais il est temps que cela cesse. Il est temps que les choses changent et nous sommes réellement là pour ça. Comment se déroule la campagne électorale dans la région de l'Ouest, là où plusieurs formations politiques sont en compétition pour les sièges de députés et d'exécutifs municipaux? On voit tout cela avec Leclerc Sakem. Déjà 3 jours que les hostilités en faveur de la campagne pour le double scrutin municipal et législatif du 9 février prochain sont lancées. Les candidats sont depuis lors appelés à se lancer à l'assaut de la quête des électeurs dans la région de l'Ouest. Ce n'est pas encore le grand déferlement dans les rues. Pas d'affiche pour les candidats en lice dans les différentes communes ou en course pour la députation. Dans cette ambiance poreuse, les populations pour la plupart n'ont pas encore la tête à cet événement. Au sein des formations politiques, seules quelques rencontres sont organisées en interne pour davantage profiler les stratégies. À l'instar du Front pour le salut national du Cameroun. Nous sommes aujourd'hui au lancement de la campagne électorale pour le compte du parti FSNC dans la MIFI. Et comme l'a dit notre président national, M. Issa Tiroma Bakari, sur une chaîne de télévision tout récemment, dans la MIFI, vous allez assister à la guerre, pas à la guerre, avec les armes de David contre Goliath.
Nous sommes un parti jeune. Nous sommes dans la phase de croisière, qui est la phase d'accomplissement de la tâche que nous avons commencé à travailler depuis des années en amont. À nos potentiels électeurs, nous n'avons pas grand-chose à leur dire. Nous connaissons leurs problèmes, nous les avons consultés, ils nous ont posé leurs problèmes. Au Social-Démocratique Front, on est animé par l'esprit d'équipe, l'amour et la passion. Nous voulons réaménager les routes, réaménager les rues dans la ville parce que la saleté est criarde. Nous avions créé une journée de propreté quand nous quittions. Tous les jeudis, on faisait rue par rue pour mettre la propreté, amener les populations à mettre la propreté. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a privilégié une campagne de proximité, prescription faite par son secrétaire général. Pour que cela soit efficace, les circonscriptions électorales sont reparties en secteurs pour une campagne de proximité qui se fera dans la discipline. C'est un candidat content, un candidat dévoué, un candidat motivé, un candidat reconnaissant qui prend la parole devant vous à l'occasion de ce meeting de lancement de la campagne électorale du RDPC. J'y vais avec un état d'esprit combatif, comme nous on l'a fait l'année dernière pour l'élection présidentielle. Nous avons une mission, conserver notre commune d'arrondissement de Fongo-Tongo, RDPC, comme ça l'a toujours été. Et nous avons un objectif spécifique à atteindre. Les heures à venir permettront peut-être à différentes formations politiques à mieux se mouvoir pour les opérations de séduction de l'électorat. Il s'agit du SDS, de l'UNDP, du PADEC, du RDPC, de l'offre Orange, de UMS, entre autres. Après les attentats kamikazes survenus en juillet 2015 à l'extrême nord du Cameroun, le gouvernement avait promis une aide financière, une assistance aux commerçants sinistrés et aux nombreuses familles endeuillées. 5 ans plus tard, plusieurs d'entre elles, notamment ces familles, n'ont rien reçu du gouvernement. Du coup, elles peinent à subvenir aux besoins de leurs familles, des familles indigentes et déchirées par les affres de la guerre contre le terrorisme à l'extrême nord du Cameroun. Reportage Amadou Daïrou, Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. 5 ans après l'assaut fatal de Boko Haram sur le marché central de Maroua, les rescapés et familles des victimes disparues affirment n'avoir toujours pas reçu l'aide financière promise par le gouvernement camerounais. J'ai été blessé, on m'a transporté à l'hôpital comme tous les autres blessés. On s'est retrouvés à l'hôpital, d'autres ont reçu des blessures graves. Il y en a d'autres qui ont été opérés, d'autres ont amputé des pieds, d'autres jusqu'à là ils continuent les soins parce qu'ils ne sont pas guéris. Commerçants dans ce marché, 7 hommes et d'autres survivants déclarent avoir reçu en tout et pour tout 100 000 francs CFA du ministre de la Défense pendant leur hospitalisation. Et à la suite de Joseph Betty Assomo, 2 élites de l'extrême nord, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Kava Yege Djibril, et le ministre délégué aux Finances, Yaouba Abdoulaye, et d'autres autorités, avaient eux aussi fait des promesses. Le gouverneur et sa suite est descendu aussi sur les terrains au marché central pour voir les dégâts et ils ont tenu une promesse que l'État prendra la charge de tout cela. Et encore le président de l'Assemblée est descendu sur le terrain. Il a vu les dégâts et tout cela, c'était derrière une promesse. 5 années sont passées, toujours rien. Et qu'est-ce qui coince? Les victimes ne cessent de s'interroger sur le silence gouvernemental. C'est le ministre lui-même qui, à l'occasion de la visite de la famille éplorée, nous a demandé de constituer des dossiers. On les a fait, on leur a donné. Je ne sais pas si ça a été transmis ou pas. Je ne sais pas à qui est-ce qu'on va s'adresser en dehors du ministre qui est originaire de Maroua. Dans certaines familles, la tension est même montée d'un cran. Et dans ce genre de situation-là, les femmes croient que nous avons eu de l'argent du côté du gouvernement et nous nous sommes partagés avec ces gens-là. Nous sommes restés tranquilles au mépris de leur misère. Mais aujourd'hui, je suis révolté. Parce que non seulement je mets du mien, mais on m'accuse d'avoir détourné l'aide du gouvernement. Ça, je suis vraiment révolté. Aujourd'hui, la marmaille d'enfants ne va plus à l'école. Peine à avoir 2 repas par jour. C'est la misère totale. C'est indigne cet orphelin, le fils de Lawan Madi. L'État nous a promis quelque chose et jusqu'à maintenant, on n'a rien vu. Nous, on reste comme ça seulement. On n'a rien maintenant. Nous sommes nombreux et nous ne connaissons pas comment on va faire. Cette galère, c'est bien le train-train quotidien des centaines de familles touchées par Boko Haram à l'extrême nord.
Abandonnés donc à eux-mêmes depuis 5 ans sans source de revenus, les rescapés qui ont tout perdu dans cet attentat et les proches des victimes implorent le gouvernement de Paul Biya à tenir la promesse qu'il a faite au lendemain de ce double attentat. Le 22 juillet 2015, 2 fillettes de moins de 15 ans déclenchaient alors simultanément leur ceinture d'explosifs au marché central de Maroua et au quartier Barmaré, avec à la clé 13 morts, de nombreux blessés graves et une perte en dégâts matériels évaluée à 157 millions de francs CFA. Malgré l'appui du programme des Nations Unies pour le développement, le Cameroun peine à implémenter les réformes socio-économiques pour impulser ce développement inclusif tant attendu. Le constat a été fait lors de l'évaluation des programmes mis en place conjointement avec le PNUD et les pouvoirs publics du Cameroun. Explication avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Dans un contexte socio-économique marqué par une croissance en dessous des prévisions de la vision 2035 et du document de stratégie pour la croissance et l'emploi, la prédominance du secteur informel et le fort taux de sous-emploi auquel s'ajoute une situation sécuritaire préoccupante dans certaines régions du pays, le Cameroun s'appuie sur le programme des Nations Unies pour le développement pour changer la donne. Cette coopération a été soumise à une évaluation de l'année 2019 pour mieux appréhender l'année 2020 en cours. La revue annuelle, c'est un exercice visuel de coopération entre le PNUD et le gouvernement. L'objectif de cet exercice, c'est de mesurer les progrès réalisés au cours de l'année 2019, d'identifier les contraintes, les difficultés rencontrées et de voir comment lever ces difficultés-là pour atteindre les cibles qu'on s'est fixées en début du cycle de coopération en 2018. Si des améliorations de cette coopération sont envisagées, le PNUD se félicite de ce qui est déjà fait. Le PNUD a investi 22 millions de dollars en appui aux efforts du développement du gouvernement et nous avons contribué à créer près de 1500 emplois de jeunes et de femmes pour renforcer leur inclusion sociale et leur autonomisation financière. Nous avons aussi contribué à la formulation de la stratégie nationale de développement post-DSE. Bien sûr, de nombreuses études, recherches et analyses sur les ODD, les problématiques d'inclusion avec le lancement du rapport national sur le développement humain le 16 janvier dernier. Et nous continuons à travailler aussi sur les questions liées à la décentralisation, à l'environnement, au changement climatique. Le programme des Nations Unies pour le développement et le Cameroun se donne 3 jours pour cette revue annuelle du document Programme Pays 2018-2020. À Douala, un incendie a consumé les bureaux du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, le REDAC. Des archives et livres ont été complètement brûlés. L'origine de l'incendie suscite des interrogations au regard du dispositif sécuritaire installé au siège du REDAC à Douala 1er. Nous y reviendrons. Après des années de crise dans la gestion du droit d'auteur, une énième opération d'assainissement vient d'être lancée sur instruction du ministre de la Culture. Une commission ad hoc est à pied d'œuvre pour réviser l'architecture juridique et les mécanismes de fonctionnement des sociétés civiles de gestion du droit d'auteur au Cameroun. Joël Essengue et Guy Zogo nous en disent plus dans ce reportage. De nouveau, le droit d'auteur doit passer par la case de l'assainissement. C'est l'objet du travail du comité ad hoc mis sur pied par le ministre des Arts et de la Culture, dont les travaux se déroulent à Yaoundé. Cette relecture des décisions qui encadrent la gestion collective rentre, n'est-ce pas, dans le processus d'assainissement qui a été, n'est-ce pas, prescrit par le chef de l'État en 2004. Il ne s'agit pas de la relecture de tous les textes, mais certains textes, parce que vous le savez bien, il y a un nouveau type d'usagers avec le numérique qui sont arrivés. Donc il faut arrimer ces textes-là aux standards internationaux pour permettre justement qu'il y ait non seulement un bon partage intersocial entre les sociétés, mais aussi que les usagers sachent pourquoi ils payent et quel type de droit payent-ils. Le principal objectif visé est le retour à l'orthodoxie dans la gestion collective du droit d'auteur au Cameroun. L'objectif ici est, n'est-ce pas, de respecter désormais la norme, parce que nous nous sommes rendus compte que dans ce secteur, les décisions qui encadrent le secteur proprement dit
sont caduques depuis 2005. Il y en a qui voudraient déjà qu'on applique les textes et il y en a qui veulent qu'on fasse des répartitions sociales. Et nous croyons que le travail que monsieur le ministre des Arts et de la Culture a prescrit à la commission ad hoc qui a été créée est effectivement pour remettre tout sur les canons orthodoxes. À partir de ce moment, chaque OJC saura ce qu'il a à faire. En ce sens, des résultats concrets sont attendus, notamment à travers des propositions formelles qui seront adressées au ministre des Arts et de la Culture. Il se trouve que les textes qui encadrent la gestion collective du droit d'auteur, à l'heure actuelle, sont des textes qui datent de 2004. Ces textes sont caducs. De deux, il est question d'apporter des réponses à des problématiques nouvelles qui, dans l'intervalle, ont émergé. En définitive, c'est avec une tension à peine larvée que ces travaux se tiennent, tant les accusations à l'endroit des dirigeants, notamment du directeur général de la SONACAM, pour ces écarts de gestion, sont légion parmi les artistes. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités en direct du plateau d'Equinox Soir à Yaoundé. Merci de rester sur cette même antenne.